Le pays le plus heureux du monde, ce n'est pas forcément l'image qu'une journaliste suédoise avait de la Finlande. La première fois que j'étais là, c'était un peu comme la Russie, c'était des crucides. Maintenant, Helsinki, comme toutes les autres villes, elles sont chic, avec beaucoup de restaurants intéressants, beaucoup de boutiques de mode. Et c'est tout à fait notre vie, notre pays. Un pays, médaille d'or du bien-être. Alors quels sont les secrets des Finlandais pour nager dans le bonheur? Ce n'est pas la richesse, les revenus sont moins élevés en Finlande que chez ses voisins nordiques. Mais selon la journaliste, le pays est très égalitaire, ce qui contribue à limiter les jalousies. Comme il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre gens, il n'y a pas beaucoup de nouveaux riches en Finlande, on n'a pas beaucoup d'argent, les autres changent non plus, beaucoup d'argent, ça rend plus heureux. Et comme les pays scandinaves, la Finlande se distingue par une forte redistribution et des services publics de qualité. Les gens en Finlande, ils ont beaucoup de confiance dans l'État, confiance dans la société peut résoudre des problèmes. L'école est très bon en Finlande, le système de santé, la police en Finlande est le meilleur du monde, et il y a une chance de vivre dans une société où tout va bien. Enfin, l'étude des Nations Unies s'intéresse pour la première fois spécifiquement au bonheur des immigrés, et là aussi, la Finlande se hisse à la première place. Les immigrants en Finlande sont les plus heureux du monde aussi. Parce qu'il y a pas mal d'immigrants, 7% environ des Finlandais en médecine dans les autres pays. Et comme ça, ils sont bien intégrés. Mais on n'a pas des banlieues comme en France ou en Suède aussi, où il y a vraiment des problèmes. Les banlieues en Finlande sont plus intégrées. Ce ne sont pas seulement les plus pauvres qui habitent dans les banlieues. En résumé, une société égalitaire et apaisée, une grande confiance dans l'État, ce seraient les clés du bonheur à la finlandaise. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, les Finlandais estiment avoir la meilleure police du monde. Est-ce que c'est ça le bonheur, avoir la meilleure police du monde ? En partie, parce que derrière le fait de sentir qu'on a la meilleure police du monde, il y a un message qui dit « je me sens en sécurité, je me sens bien, je peux sortir ». Et le sentiment de sécurité, ça fait partie au fait du sentiment d'être heureux. Et on constate que dans des pays où il y a peu de corruption, comme par exemple la Finlande ou d'autres pays scandinaves, on a l'impression que le service public, et notamment le service public de la sécurité, est de meilleure qualité et que du coup on se sent bien, on peut sortir dehors, on peut profiter de la vie. Ça fait partie de ce qui fait qu'on est heureux. Intéressant aussi dans cet exemple finlandais, le fait qu'il y ait peu de ghettos communautaires et qu'apparemment les immigrés sont intégrés et se disent heureux. Ça, c'est un aspect vraiment très intéressant de ce qui explique le bonheur. On voit que lorsqu'on crée des divisions au sein des gens et qu'on crée des haines, au fait, le fait de haïr quelqu'un d'autre nous fait du mal à nous-mêmes. On est malheureux si on se sépare de quelqu'un d'autre ou si on dénigre quelqu'un d'autre. Dans des pays où il y a une meilleure intégration, c'est-à-dire où les gens peuvent vivre ensemble sans trop de difficultés, sans créer des ghettos, à ce moment-là, on se rend compte que les gens qui peuvent connaître et découvrir des cultures différentes, en profitent, se sentent pas menacés, se sentent pas mal du fait de la présence des autres. Alors que quand on crée des ghettos communautaires ou quand on sépare les gens, quand il y a peu de communication, en fait, quand on connaît mal l'autre, on en a plus peur. Et la peur, c'est pas du tout un sentiment qui favorise le bonheur. Donc plus une société est bien intégrée, plus les gens qui en sont membres sont heureux. Alors il y a aussi d'autres choses intéressantes, c'est que ces pays nordiques qui sont les plus heureux connaissent aussi des taux de suicide relativement élevé. Comment expliquer ce paradoxe ? Je vous pose la question à vous. Comment vous vous sentiriez si vous avez pas beaucoup d'argent, puis tous vos amis, tous vos collègues, tout le monde est dans la même situation que vous. À vous en parler, vous vivez la même chose. Mais si tous vos amis gagnent 10 fois plus que vous, font pas les mêmes choses que vous, ont autre chose que vous, puis vous êtes le seul qui avait des difficultés de revenus, comment vous vous sentez ? Extrêmement mal. C'est beaucoup plus dur d'être malheureux parmi plein de gens heureux que d'être malheureux parmi plein de gens malheureux. Au fait, le bonheur, c'est aussi un sentiment relatif. Et les pays dans lesquels, en général, les gens sont heureux, si vous êtes malheureux dans ces pays-là, le sentiment de malheur est encore plus grave et c'est là qu'il y a plus de risques de suicide. Ça veut dire que les pays scandinaves, la Suisse aussi, resteront toujours en tête ou parmi les pays les plus heureux du monde ?
Pas forcément, ça dépend un peu de ce qu'on fera dans notre avenir. Je crois que le but pour les gens, c'est d'essayer de faire que ces pays soient le plus heureux possible. Mais la réalité, c'est que ça dépend de beaucoup de choses qui sont sous notre contrôle. Nous avons, et c'est important de le savoir, dans nos mains les clés du bonheur dans 5, dans 10, dans 15 ans. Mais demain, on aura des autres défis qui auront un impact majeur sur notre bonheur. Le changement climatique, par exemple, c'est un exemple qui pourra du jour au lendemain changer la donne au niveau planétaire. Et donc c'est important, pas seulement de penser à notre bonheur d'aujourd'hui, mais à se demander comment aujourd'hui agir pour le bonheur de demain. Cela dit, cette notion de bonheur, elle est discutable. Est-ce que notre bonheur, à nous, ici en Occident, est comparable au bonheur relatif à la philosophie bouddhiste, par exemple ? Eh bien, si moi j'explique à un bouddhiste pourquoi il doit être heureux ou comment il doit être heureux, ouais, ce serait problématique. Mais au fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande au bouddhiste ou à n'importe qui dans le monde, est-ce que tu es heureux maintenant ? Et on regarde dans quoi il vit. Donc on n'est pas en train de lui imposer notre vision du bonheur, on est en train de le demander aux gens, à chacun de juger lui-même est-ce qu'il est heureux et de faire que les gens eux-mêmes se disent « Ah, bah, je suis plus heureux ». Ce qui est intéressant avec ce qu'on trouve dans ces études, c'est qu'on arrive à déterminer des politiques publiques qui font que les gens eux-mêmes s'estiment plus heureux. Et pas des politiques publiques où moi je vais expliquer, comme un politicien ou un membre du gouvernement qui va dire « Je sais ce qui va te rendre heureux, je le décide pour toi ». C'est tout à fait la démarche inverse et c'est ça qui est fort. Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire au niveau mondial comme indice ce bonheur national brut comme au Bhoutan ? En tout cas, le fait d'avoir des mesures beaucoup plus efficaces de qu'est-ce qui rend les gens heureux changerait beaucoup à notre manière de faire de la politique. Si on ne se focalise pas que sur des indicateurs économiques, mais aussi sur le ressenti des gens, sur la diversité, sur la qualité des relations, je pense qu'on mènerait de largement meilleures politiques publiques et puis qu'en fait, la population des différents pays serait plus heureuse et peut-être parfois aussi moins remplie de peur ou de haine. On dit que la générosité rend heureux. Ça se mesure même. Oui, alors dans l'étude justement du World Happiness Report, et vous l'avez dit dans votre introduction, on regarde comment les gens donnent aux autres leur générosité et on constate que plus les gens sont généreux, plus ils sont heureux. Et ça se retrouve aussi dans les expériences où on voit que si les gens, on leur donne de l'argent puis qu'ils l'utilisent pour les autres, ils sont beaucoup plus heureux que s'ils l'utilisent par eux-mêmes. En fait, en se sentant bien, en faisant des choses qui sont bien et positives, ça contribue massivement à notre propre sentiment de bien-être. Et donc les pays où on est le plus généreux sont aussi les pays où on est le plus heureux. Donc on n'est jamais heureux tout seul. On n'est jamais heureux tout seul, le bonheur est social, oui, tout à fait. Le bonheur est devenu aussi un objet politique. Vous qui êtes un homme politique, est-ce que le bonheur est un objectif ? Alors le bonheur, c'est l'objectif absolu. C'est vraiment pour ça que normalement on s'engage. Mais il y a toujours deux questions. C'est combien on est heureux globalement et puis comment ce bonheur est réparti. Et je crois que l'objectif principal que nous devons mener comme politique, c'est de dire on doit apporter au maximum de gens et à tout le monde le bonheur maximum. Donc la politique, ce n'est pas que la défense des intérêts, c'est aussi la recherche du bonheur. En fait, généralement, pour que les gens soient heureux, il faut peut-être des fois défendre certains intérêts qui sont les intérêts, si on veut, les plus globaux. Ce n'est pas la défense des intérêts, c'est la défense du bien commun, en théorie. C'est pour ça que normalement les gens s'engagent. Merci beaucoup Samuel Bendahan. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitisme. Merci.